Salam alaikum et bonjour à tous. Alors, toujours avec les bacilles gram-négatifs, la dernière fois, je faisais Legionella, qui était une bactérie responsable de la maladie des légionnaires. Alors, il y avait trois formes cliniques, c'était selon la sévérité. La première fois, c'était une forme maligne, c'était la maladie des légionnaires. La deuxième, c'est une forme bénigne, c'est la fièvre de Pontiac. Et la dernière, c'était celle de l'immunodéprimé, c'est-à-dire là, on a une évolution un peu sévère parce qu'on a un système immunitaire défaillant. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Bordetella qui est une bactérie responsable des infections respiratoires. Donc c'est la maladie de la coqueluche, une maladie très très contagieuse et responsable d'une toux très typique, caractéristique. C'est une toux quinteuse. Elle est très retrouvée chez les enfants dans le monde pédiatrique, voilà. Et donc voilà. Alors on commence directement avec la description de cette bactérie. Alors il s'agit des cocobacilles qui se sentent immobiles. Donc, ما عندناش l'antigène H, parce que l'antigène H est responsable de la mobilité de la bactérie. Voilà. Après, donc c'est elle a une forme filamenteuse lors des repiquages. Voilà, elle peut donner cette forme. Et donc, donc, on doit tout d'abord un petit peu parler de la classification. Alors, la famille, donc, قبل ما نهضروا على les caractères biochimiques. Alors, il s'agit de la famille des alcaligénacées. Voilà. Le genre, c'est Bordetella. Les espèces, on a 8. Alors, pour ce cours, on a 8, mais je pense qu'il y a dans certaines sources, il y en a 9 espèces. Voilà. Il y a une dernière espèce qui a été identifiée. Et alors, là, le cours Tana, on a parlé seulement de 2 espèces. Les autres, elles sont surtout, c'est des espèces qui sont vraiment impliquées dans des pathologies chez l'animal. Beaucoup plus chez l'animal. Mais là, on a pris ces 2 espèces, Pertussis et Parapertussis. Ces deux sont responsables de la coqueluche. Voilà. Pour les caractères biochimiques, donc c'est une bactérie qui a catalase positif ou un oxydase positif. Sauf Parapertussis, qui a oxydase positif. Voilà, voilà. Donc là, c'était les caractères structuraux, biochimiques. Alors, si on parle un petit peu des caractères culturaux, donc c'est une bactérie aérobie stricte. Voilà, ça c'est de 1. Ensuite, elle exige des acides aminés soufrés. C'est-à-dire on doit les assurer la culture taha, lorsqu'on veut faire la culture de cette bactérie, lorsqu'on veut l'isoler, on doit assurer ces acides aminés pour qu'elle pousse. Ensuite, pour la température, les mener à une température entre 35 et 37, il y a une normale température plus ou moins corporelle, voilà. Surtout, en pratique courante, on utilise le milieu bordé et gingot. Il faut le garder. Qui m'a celui de Legionella, on avait dit la culture taha, elle se fait dans le milieu alpha, B, C, Y, E. Ou les là des acides de la cystine et le fer, plutôt c'était la cystine et le fer pour Legionella. Et Bordetella ici, donc elle exige des acides aminés soufrés. Donc voilà, c'est une bactérie exige. Donc là, on a fait 2 bactéries exigeantes, c'était Legionella, le fer et la cystine. Et là, Bordetella, des acides aminés soufrés. D'accord. Très bien. Alors, les caractères biochimiques, c'est bon. La structure, c'est bon. Les caractères culturels, c'est bon. Donc, on va un petit peu à les caractères antigéniques. Les caractères antigéniques, donc, on va c'est des éléments, la bactérie, le pouvoir pathogène, d'accord. Alors, donc, on a 2 en réalité, on a les adhésines. Donc les adhésines, donc elles vont assurer l'adhésion. L'adhésion, c'est une bactérie qui va coloniser l'arbre respiratoire de l'homme. Voilà. Et donc, l'adhésion, elle connaît l'arbre respiratoire, les cellules, voilà. Et le deuxième type des antigènes, ou des éléments antigéniques, c'est les toxines. Voilà, donc pour les adhésines, bon, il y en a bzef, qui sont cités dans le cours. Là, j'ai juste mis, c'est des structures qui vont assurer l'adhésion des bactéries à l'arbre respiratoire. Mais si je peux en citer, on a certaines adhésines qui malfont briller, qui est responsable de l'adhésion des bactéries à l'arbre respiratoire. On a l'adhésine PRN, qui est responsable de l'adhésion aux cellules phagocytaires. On a l'hémagglutinine, qui va inhiber la synthèse de certains cytokines, qui ont l'IL-12. Et on a la toxine de Pertussis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va provoquer une lymphocytose, il y a une augmentation des lymphocytes, qui est vraiment observée lors de cette maladie. Donc voilà, les adhésines. Il faut juste garder c'est des molécules qui vont assurer l'adhésion de la bactérie à l'arbre respiratoire. La virulence, d'accord? Toujours c'est comme ça. La toxine,
ou bien les toxines, on a plusieurs parce que donc on en a beaucoup hein, donc mais là j'ai pas vraiment mis. On part surtout de la toxine de pertussis, c'est la plus importante. Allège parce que elle a un rôle dans l'apparition de l'atout typique de la coqueluche. Alors je vous invite à chercher dans YouTube là pour voir une vidéo de l'atout. Yani pour mieux comprendre, yani on dit qu'il y a une tout typique, une tout caractéristique de la coqueluche, il faut la voir, il faut l'écouter, c'est ça. Très bien. Donc, on a la toxine, bon, on a plusieurs autres. Hein. On a la toxine cytotrachéale qui va détruire la clairance ciliaire. Elle va empêcher la réparation de la clairance ciliaire. Adnéthénique, une adénylcyclase hémolysine qui est responsable de la mort cellulaire des macrophages alvéolaires par apoptose. Yani, elle va détruire. Voilà, vous voyez, les toxines, elles vont détruire. Elles ont plusieurs rôles en réalité. Adnéthénique, des systèmes de sécrétion de type 3, on a des toxines dermonécrotiques, donc voilà, on a de la nécrose, et on a surtout des LPS. Pourquoi? Parce que c'est des grammes négatifs qui marquent le premier cours hein, de la structure bactérienne, les LPS, ou bien les lipopolysaccharides. Alors, c'est des structures qu'on va trouver chez les grammes négatifs. On a une certaine toxicité, mais qui n'est pas très importante, donc c'est une faible toxicité. Voilà. Donc, les adhésines, les toxines, c'est clair. Les adhésines, c'est l'adhésion à l'arbre respiratoire, يعني خلوها تتشبت bien في l'arbre respiratoire وتلصق. Vous voyez, ça me تقدرش تروح ليه facilement. Et on dit les toxines qui sont surtout la toxine de pertussis, c'est responsable de l'atout typique. يعني c'est la plus importante. Après, il y en a d'autres, hein, donc ils sont cités bien dans le cours. Alors, donc, on a شفنا les structures. Parlons maintenant qui donne sur place là les caractères antigéniques. On va parler du pouvoir pathogène. Alors, c'est une bactérie qui va coloniser l'arbre respiratoire. Tout d'abord, on a une colonisation de l'épithélium bronchique qui est bien sûr facilitée par l'adhésion, par les structures, donc les adhésines. Elle va adhérer aux cellules épithéliales de l'arbre bronchique. On aura ensuite une multiplication. Voilà, une multiplication à ce niveau, parce qu'elle va trouver guère les éléments qu'elle exige, qu'elle a besoin pour qu'elle puisse croître. Voilà, la multiplication. On aura par la suite l'apparition d'un syndrome toxinique. Ce syndrome, il comprend plusieurs effets. On a des effets cytopathogènes locaux qui mettent la destruction des cellules épithéliales. On a la nécrose, on a des toxines donc, qui vont détruire les macrophages alvéolaires. On a destruction des cellules épithéliales, trachéales ciliaires, voilà. Accumulation de mucus, voilà. On aura l'accumulation de mucus. Et on a également, c'est comme ce qu'on a vu c'était celle-là ou bien... Ah non, on n'a pas vu ça, je m'excuse. Alors c'est ça, le syndrome toxinique, c'est la destruction des cellules épithéliales ciliaires ou la trachéale. Et on a également l'activation des gènes de mucine. Et donc les gènes, ils déroulent l'accumulation du mucus. On aura donc accumulation du mucus qui va être produit à ce niveau. Et donc ce qui donne de l'atout. C'est ça. Ce qui donne de l'atout, donc on aura une accumulation du mucus. Par la suite, donc c'est des effets cytopathogènes locaux. Yani au niveau du site yani où elle exerce son pouvoir pathogène. Après, on a d'autres effets cytopathogènes qui sont systémiques, yani général, qui ont l'hyperlymphocytose et l'hyperinsulinémie. D'accord? Voilà. Donc, c'est clair. Pouvoir pathogène. Il est surtout facilité par la présence, comment dirais-je, alors la production des adhésines et des toxines. Donc, la bactérie, on a des adhésines et des toxines. Le pouvoir pathogène. أولا colonisation de l'épithélium bronchique elle va adhérer, ensuite adhésion aux cellules épithéliales. Par la suite on aura multiplication تاعها يعني elle va acquérir un pouvoir très important, une virulence très importante يعني كبرت ودارت لي بزاف une quantité, elle a augmenté de nombre aussi. On aura par la suite un syndrome toxinique. خلاص هنا راهي بدات دير لي le syndrome تاعها, le pouvoir pathogène تاعها, دارت لي des effets cytopathogènes locaux et généraux. Locaux, c'est comme la destruction des cellules épithéliales trachéales ciliaires, accumulation sur le mucus, c'est en activant des gènes de la mucine, c'est une production importante sur le mucus, et on a des effets cytopathogènes systémiques qui mettent l'hyperlymphocytose et l'hyperinsulinémie. D'accord? Donc voilà. Là, on a vu le pouvoir pathogène. Donc, on a droit là le diagnostic. Alors, le diagnostic, puisque c'est une bactérie qui va coloniser l'arbre respiratoire, bien sûr, le prélèvement ternaire est selon le site de l'infection. On va faire une aspiration nasopharyngée. On va faire un écouvillonnage. Un écouvillonnage nasopharyngé au niveau du cavum. C'est un prélèvement. Alors, donc là, on a parlé d'un truc très important. Pourquoi on ne fait pas le prélèvement de la gorge?
Est-ce que je peux faire déjà le prélèvement de la gorge? Oui, on peut faire un prélèvement à partir de la gorge ou dans la gorge ou là l'essentiel. بصح, quelle est la différence entre les deux? On préfère surtout le prélèvement nasopharyngé parce que أولاً Bordetella pertussis, bon, on parle de ces deux espèces. Donc, Bordetella hedia, surtout pertussis, elle va surtout adhérer aux cellules respiratoires ciliées. Donc, elle va surtout se localiser au niveau du nasopharynx. C'est-à-dire, une chance très importante, je vais la trouver dans la culture. Par la suite, autre chose technique, d'autre part, je fais pas le prélèvement à la gorge à l'âge parce que la flore commensale à la gorge, elle est beaucoup plus importante que celle du nasopharynx. Le nasopharynx, Andy fait une flore commensale, la flore respiratoire. Mais ça n'est pas très importante que celle de la gorge. La gorge, elle est plus importante. Une autre chose technique, c'est que la gorge fait des acides gras. Donc, les acides gras, je fais le prélèvement. Donc, ils vont inhiber la croissance de le bordetella qui dérape le milieu de culture. Donc, il va inhiber. Donc, c'est pour cela, il faut comprendre, on préfère le prélèvement du nasopharynx. Voilà, voilà. Alors, autre chose, donc c'est ça le prélèvement تاعنا. Alors, donc, il faut avoir une fiche de renseignement, هادوما هضرنا عليهم bien في le cours de diagnostic, une fiche de renseignement qui contient tous les symptômes, tous les signes, bien, il y a tout. Ensuite, donc, le transport à le prélèvement هدايا, أولاً, bien sûr, donc ça dépend où il a la culture. Et le prélèvement, les يكون très rapide, dans 2 à 3 heures. Les نجيبو directement. Ou les تكون à température ambiante, d'accord? Elle dit pour la culture. Il a la culture. Le microbiologiste, il va faire une culture. C'est le prélèvement. نبعثولو في 2 à 3 heures, rapidement, à température ambiante. Il a un PCR, une PCR. Là, نقدروا نلحقوها حتى 24 heures. يعني le transport يقدر يلحق زعما un jour. Et je vais le garder à moins 80 degrés Celsius jusqu'au jour de l'analyse. Voilà, voilà. Donc, elle dit, ça dépend le moyen de diagnostic. Donc, alors, les moyens de diagnostic, on a la culture. La culture, elle est un petit peu délicate, elle est un peu difficile. Pourquoi? Parce que le milieu, il n'est pas vraiment disponible. Donc, لازم نوفروه. يعني لازم نوفروه. ما تقدرش, elle va pas pousser les milieux ordinaires. Et لازم نوفر لها تاني كيما قلنا les acides aminés soufrés. Donc voilà, c'est très important. بصح ça reste un moyen ou une technique de référence. La culture, c'est une technique de référence, c'est la base de la microbiologie. Et même si elle est difficile, même la dernière fois, on a la légionnaire, on a technique trop difficile, parce que nous faire le milieu alphabet C, Y, E. Ça reste la technique, le gold standard de la microbiologie, le diagnostic. Mais voilà, on peut faire d'autres techniques, qui est la biologie moléculaire, par des réactions de polymérisation en chaîne, c'est-à-dire la PCR. Le diagnostic indirect, c'est clair, c'est la sérologie. Je vais chercher des anticorps que le corps a synthétisé contre cette bactérie, contre les antigènes de cette bactérie, si je les trouve. Donc c'est une façon indirecte de poser le diagnostic de la bactérie, d'accord? Donc elle dit, alors, donc on a le traitement. Le traitement, alors, c'est une bactérie, les bêta-lactamines, vraiment dangereux parce que elles sont inefficaces, voilà, qui m'a par exemple l'ampicilline. Après, ce qui est surtout prescrit, c'est les macrolides. C'est clair. La dernière fois, la vidéo précédente, on a les macrolides. Ce sont les antibiotiques les plus importants, les infections respiratoires, pulmonaires. Les plus importants. Alors les macrolides, on a bzaf, on a l'érythromycine, josamycine, surtout pour les enfants, l'azithromycine, spiramycine aussi. Donc on en a beaucoup. Ça reste le traitement de choix, donc il y a les meilleurs, voilà, à prescrire les infections respiratoires. Après, on peut tenir, on a d'autres, on a une petite sensibilité technique au tétracycline, on peut les donner techniques, une sensibilité, et c'est pour cela qu'on doit faire l'antibiogramme. C'est-à-dire, il y a toujours, lorsqu'on termine le diagnostic TANA, on doit passer par l'antibiogramme pour un petit peu préciser la sensibilité et la résistance de la bactérie. Donc un traitement fluide. Donc on doit savoir. Donc je vais donner un antibiotique ou donc on la dose à l'antibiotique, c'est toxique pour le rein, vous savez.
Mais pas que le rein, même le foie. Donc voilà, les deux organes, il faut les prendre en considération lorsqu'on prescrit des médicaments. Voilà, la dose et tout, la posologie. Yani. Très bien, donc là, on peut, donc, comme on a tétracycline, certains chloramphénicols, enfin, les voilà. Également, quoi aussi, donc, yani, en réalité, c'est ça. C'est ça, on en a beaucoup, mais les macrolides, ça reste le traitement de choix. Très bien, très bien. Donc pour la prévention, on a une vaccination. Heureusement qu'on a une vaccination. Alors la vaccination, elle fait partie du calendrier vaccinal chez le nourrisson, chez nous en Algérie. Donc on a deux types de vaccins. Alors on a un vaccin à germe entier. Le germe entier, toujours les vaccins qui connaissent à germe entier, on a des effets secondaires. Voilà. Mais voilà, mais on les fait. Tout, يعني normal, نقدروا نديروهم. بصح تاني qu'il faut savoir que ça donne des effets secondaires. Donc وين تنديروهم selon le rythme. عندنا troisième, في الquatrième وراهي. Alors il تحت كاع مش تبان très bien. في troisième, في الquatrième, في cinquième mois. Avec un autre rappel au 18e mois. Tout simplement, هذه هي. Donc le germe à germe entier, on ne va pas donner le germe hakak, bien sûr. On a inactivé par la chaleur avec le germe, d'accord. Khdina bordété la pertussis, درنا لها inactivation par la chaleur ou درناها sous forme de vaccin, bien sûr, et on l'injecte tout simplement. Voilà, mais ça a des effets secondaires, bien sûr. Le vaccin acellulaire ouais, le meilleur parce qu'il est acellulaire, donc fait vraiment des effets secondaires. Il est beaucoup mieux toléré. C'est par rapport à la tolérance. Le acellulaire, il est beaucoup mieux toléré que celui qui est un germe entier. Donc, il est un peu risqué. D'ailleurs, le cours les vaccinations, qui m'a connu l'immunologie, on a le vaccin à germe entier, il peut induire des réactions à l'immunodéprimé, de la femme enceinte, parce que c'est des sujets qui sont immunodéprimés. Un simple germe, malgré inactivé, il peut induire des réactions qui sont un peu graves, vraiment. Alors, le vaccin acellulaire, donc, bien sûr, une protection très importante. Voilà, il est beaucoup plus important, même parfois aussi important que le vaccin entier. Alors, donc maintenant, toujours la vaccination, quand est-ce qu'on l'a fait? Donc, à 9, deuxième, troisième, puis quatrième mois, avec un rappel entre 16e et 18e mois. Voilà. Alors, en réalité, on a constaté qu'il y a une augmentation d'une contamination, t'as les enfants, le cas, t'as la coqueluche, chez de très jeunes nourrissons. Pourquoi? C'est par des adolescents. Ils sont contaminés par il y a certains adolescents ou de jeunes adultes qui ont la coqueluche et ils vont la transmettre à des jeunes nourrissons. Les jeunes nourrissons, le système immunitaire ماراهوش mature, mais elle ماراهوش bien mature. Donc là, et ça donne des cas très graves. Alors donc c'est à partir ou bien depuis 1998, il y a eu une recommandation d'un nouveau rappel, un autre rappel. يعني خلينا avec le rappel 16e 18e mois هذاك خلاص c'est obligatoire. Fait entre 16e 18e mois هذاك لازم عندنا في deuxième, troisième, quatrième mois نديروا لهم la vaccination. On va un autre rappel qui se fait entre 16e et 18e mois. Voilà. Après, il y a eu cette recommandation, c'est une recommandation, ça reste une recommandation de faire un nouveau rappel entre 11 ou 13 سنة. Qui doit être pratiqué bien sûr avec un vaccin à germe entier, bien évidemment, à germe acellulaire, pardon, à germe acellulaire, qui est beaucoup mieux toléré, bien sûr. On parle surtout de la tolérance, c'est ce qui nous intéresse. Et en même temps, avec quoi? C'est avec le rappel, il y a la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. D'ailleurs, la diphtérie, le tétanos, c'est des vaccins qu'on doit faire chaque 10 ans à partir de 18 ans. À partir de 18 ans, chaque 10 ans, on doit faire les rappels de diphtérie et tétanos. Voilà. Donc, la vaccination, c'est pour la prévention. On a un vaccin à germe entier qui est intéressant, mais qui a des effets secondaires. Voilà, il faut savoir ça. Après, le vaccin acellulaire, il est beaucoup mieux toléré, il est beaucoup mieux immunogène. Voilà, il est beaucoup plus intéressant, beaucoup aussi important que le vaccin entier. On a quand est-ce qu'on les fait? Le rythme, c'est en Algérie, bien sûr. On a le vaccin à germe entier, 3e, 4e, 5e mois, avec un rappel au 18e mois. Il a des effets secondaires. Le vaccin acellulaire, le 2e, 3e, 4e mois, avec un rappel entre 16e et 18e mois, avec une nouvelle recommandation depuis 1998, chez des enfants, bien sûr, les nourrissons, les contaminés par des adolescents. Et ça se fait à l'âge de 11 ans ou les 13 ans.
ans, voilà, entre ça et نديروه bien sûr هاد le rappel جديد اللي اقترحوه يندار un vaccin acellulaire bien sûr avec un rappel تاع la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Voilà. Donc c'est ça. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous présenter par rapport à Bordetella. C'est une bactérie très intéressante, qui est responsable de la coqueluche, qui est très observée dans le monde pédiatrique, comme je vous ai dit. Et c'est pour cela, heureusement, il y a un vaccin, les rahou fait le calendrier تاعنا en Algérie. Et voilà, donc j'espère que ça a été clair. Inch'Allah, la vidéo a été utile. Et je vous dis merci pour votre attention et bon courage.